et culturelle. On l'a vu sur, tiens, qu'est-ce que c'est qu'un hiver réussi? Comment est-ce qu'on accepte de vivre avec un certain niveau de risque? Et là, effectivement, il faut accepter certaines limites de, je ne vais pas dire de la science, mais de ce que la projection scientifique ou un peu arbitraire peut faire. On vient de terminer avec nos équipes un très grand projet de recherche européen qui s'appelait Habitable et qui portait sur la définition du seuil d'habitabilité. C'est-à-dire comment est-ce que les gens touchés par les impacts du changement climatique définissent eux-mêmes leur seuil d'habitabilité. En d'autres termes, quand est-ce qu'ils décident de partir, quand est-ce qu'ils décident de rester. Et ce qui nous a beaucoup frappé, un des résultats clés de ce projet de recherche, c'est qu'en réalité, la manière dont les gens perçoivent les impacts du changement climatique ne correspond pas du tout aux impacts observés. Et donc, vous avez des gens qui ont l'impression qu'il pleut beaucoup moins qu'avant, alors que les relevés pluviométriques indiquent qu'il pleut davantage, et qui disent on va migrer parce qu'il pleut de moins en moins, alors qu'il pleut de plus en plus. Et donc il faut pouvoir accepter effectivement, et c'est très difficile à intégrer dans la décision publique, comment est-ce qu'on inclut la perception subjective des impacts du changement climatique. Pour prendre un exemple non climatique, une des zones du monde où il est le plus dangereux d'habiter, une des zones du monde les plus concernées par le risque sismique, c'est la baie de San Francisco. C'est aussi une des zones du monde où le prix du mètre carré est le plus élevé. Et donc on voit bien cette contradiction et le fait qu'effectivement il va falloir intégrer effectivement cette sorte de perception subjective, et ça c'est très, très difficile et ça demande à la fois beaucoup d'écoute et aussi beaucoup d'empathie. C'est-à-dire d'empathie pour se mettre à la place des gens et pour se dire qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui compte pour eux. Et puis enfin, l'éléphant dans la pièce qu'on ne peut pas ne pas aborder, c'est quand même la question des financements. La question de l'adaptation va demander des financements. Alors, dans les entreprises, c'est une question de rentabilité future et de pérennité de l'entreprise. Comment est-ce qu'on se réinvente? Comment est-ce qu'on se transforme? Comment est-ce qu'on change de modèle économique potentiellement? Et j'ai envie de dire que toute une série d'entreprises aujourd'hui qui sont prospères le sont parce qu'elles ont réussi à se réinventer en permanence au cours de l'histoire. American Express exploitait des diligences. Puis quand le télégraphe a été inventé, American Express s'est mise au chèque de voyage. Puis quand la monnaie s'est numérisée, American Express s'est mise aux cartes de crédit. American Express, peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, ils feront autre chose que des cartes de crédit. Nokia, avant de fabriquer des composants électroniques, ils fabriquaient des téléphones. C'est une époque que certains ont dû connaître. Avant de fabriquer des téléphones, Nokia fabriquait des bottes en caoutchouc. Et donc on voit bien à quel point certaines entreprises se sont continuellement réinventées. Et ça, je pense que c'est important si on adapte une vision à long terme de l'entreprise. Pour la question des services de secours, pour la question des infrastructures, etc., il y a une vraie question qui est celle du modèle économique de l'adaptation, parce que vous l'avez très bien dit, sur l'adaptation, il s'agit surtout d'éviter des coûts futurs, et le retour sur investissement est parfois beaucoup plus long, et les coûts, c'est parfois les suivants qui auraient dû les assumer. Et donc il y a une vraie réflexion à avoir, je pense, y compris avec les institutions bancaires et financières, sur le type de véhicule d'investissement qu'on peut développer pour vraiment mettre en place et déployer l'adaptation. Sinon, on risque toujours, surtout en période de disette budgétaire, de reporter le coût sur le suivant. Merci François. Je crois que ça a été dit tout à l'heure, l'adaptation c'est aussi un sport collectif. Vous avez toujours dit que vous avez travaillé aussi avec les territoires, avec les autres entreprises, avec les citoyens. Peut-être Madame Ménard, effectivement, pour les compagnons bâtisseurs, il me semble que vous développez des coopérations justement pour pallier aussi à certains freins de l'adaptation. Oui, alors faire avec, faire ensemble, c'est la philosophie des compagnons bâtisseurs depuis 1947. Le faire avec, c'est faire les travaux avec l'habitant. Et pour faire les travaux avec l'habitant, il faut que nous, on puisse être inclus dans le faire ensemble. Le faire ensemble, c'est la coopération territoriale, c'est-à-dire que sans le soutien des départements, des EPCI, sans le maillage social, donc avec les travailleurs sociaux, avec aussi, et bien souvent aujourd'hui, les opérateurs du type Solia ou Octea avec qui on travaille régulièrement, on ne peut pas mettre en place les changements nécessaires au domicile, enfin dans l'habitat des personnes, mais aussi les changements cognitifs nécessaires. Quand on intervient, on est souvent sollicité par les travailleurs sociaux, par les pompiers aussi régulièrement, qui font un grand nombre de signalements sur le logement et l'habitat indigne. Et
effectivement, impliquer le ménage, parfois ça commence par rien du tout, par des petits éco-gestes, avant de pouvoir les emmener sur des choix de matériaux, puisque les ménages sont impliqués dans le choix des matériaux. Et l'idée aujourd'hui, c'est partir du changement d'ampoules, passer sur des ampoules à basse consommation, pour arriver à choisir des matériaux biosourcés qui effectivement vont être parfois plus chers à l'achat, et pour lesquels, en fait, ils ne voient pas initialement le retour sur investissement, j'ai envie de dire. On a des fournisseurs qui s'impliquent aujourd'hui largement dans le choix des matériaux, et notamment les matériaux biosourcés, qui vont proposer des formations aujourd'hui à mes équipes, et aussi impliquer les ménages, en fait, dans... C'est quand même un domaine qui est relativement compliqué, l'isolation, et qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde. On n'a pas tous envie de savoir les capacités d'isolation des matériaux. Pour autant, c'est quelque chose qui est important sur la consommation d'énergie, et donc sur l'adaptation au changement climatique, puisque il y a encore quelques années, quand on pensait isolation d'un logement, on pensait isolation contre le froid. Aujourd'hui, et même dans le Cantal, on pense isolation contre la chaleur, contre les variations thermiques. Et c'est important de souligner qu'aujourd'hui, nos fournisseurs s'impliquent, et qu'au niveau national, les levées de fonds, quand on vient abonder sur un dossier de travaux, au niveau national, on vient apporter un bonus quand les personnes choisissent des matériaux biosourcés, pour effectivement diminuer cet impact immédiat, puisque un ménage très modeste, il va voir son financement à très court terme, en fait. C'est ce que je dépense aujourd'hui, c'est pas ce que je dépenserai pas demain. Merci beaucoup. Alors justement, sur ce sujet-là, Monsieur Lambert, je crois que le Conseil départemental de l'Isère embarque effectivement tous les EPCI et les communes, puisque vous portez, il me semble, une étude de vulnérabilité à l'échelle du département, aussi pour mutualiser finalement l'impact. Oui, ça a pu être dit par mes voisines. On voit que les niveaux d'acculturation ou de prise de conscience sont très différents. Et puis, le département est bien conscient que tous les acteurs sont impliqués et n'est pas chef de file des vulnérabilités ou des risques. Et donc, la question qui s'est posée, c'est comment est-ce qu'on peut contribuer à notre place à avancer sur ce sujet. Et la façon dont on souhaite le faire, nous, ce qu'on met en avant, c'est regarder comment on peut partager ensemble des données objectivées, poser un peu des constats et qui servent de base aux actions qui pourront être menées par la suite. Et dans ce cadre, le département a engagé, en partenariat avec le CEREMA, une étude en 2025 et 2026, une vaste étude sur la vulnérabilité du territoire. Alors, un premier focus a été fait sur justement la zone de montagne et sur la problématique de l'habitat isolé. Alors avec une étude innovante, parce qu'elle agglomère effectivement les bases de données disponibles de tous les risques. Il n'y a pas de création de connaissances. Et puis elle essaye de hiérarchiser les risques en fonction de leur effet destructif, qui peut être à la fois, alors sur les zones d'habitat, c'est souvent un peu cartographié et connu, mais sur les zones d'infrastructure, ça l'est beaucoup moins en montagne. Et à titre d'exemple, effectivement, cette étude montre que dans le département, nous avons 320 km de routes en accès unique, c'est-à-dire qui se terminent en cul-de-sac, qui desservent un peu plus de 400 maisons ou hameaux, 2000 habitants, qui sont l'ensemble, routes plus hameaux, soumis à des risques potentiellement destructifs. Et voilà, donc ça repose vraiment, ça nous permet de donner des premiers ordres de grandeur et de poser le constat pour pouvoir en discuter. Notre volonté, ce n'est pas de se focaliser sur la montagne, puisque du coup, on est conscient aussi de l'ensemble de l'impact du changement climatique. Et donc l'étude porte aussi, dans un deuxième volet, sur une vision prospective à l'horizon 2050 et 2100 sur tout le territoire isérois, en objectivant sur les bases de la TRAC, à la fois les impacts directs du changement climatique, l'évolution des canicules, les sols secs, les inondations, mais aussi ces impacts indirects sur les activités économiques ou sur les conditions de vie. Et donc, ces approches multicritères mettent en avant la vulnérabilité du Nord-Isère, par exemple, par rapport aux nuits tropicales à venir, tout autant que les problématiques plus d'éboulement dans les zones de montagne. Il s'agit de pouvoir
permettre de travailler avec les acteurs locaux sur ces expositions, de partager, de s'approprier ces éléments pour enfin ensuite initier des échanges concrets qui permettront, c'est un petit peu long, effectivement, de définir des trajectoires d'adaptation qui soient partagées et le développement de nouveaux projets ou le choix de certains renoncements. Et donc ce premier travail partenarial, et je remercie le CEREMA pour la qualité des échanges, a déjà fait l'objet d'une présentation à l'ensemble des présidents d'EPCI du département, et on sent une véritable attente de l'échange pour pouvoir avancer ensemble et pour bien articuler la destination des investissements publics de manière coordonnée. Ça sera l'objet de partenariat aussi avec l'État. Je reviens sur l'histoire de développement des connaissances, sur la doctrine, sur les partages de représentation entre les centres de décision, des fois un peu urbains, et le vécu des territoires, leurs ressentis. Et puis enfin, avec d'autres partenaires qui ont fait part de leur intérêt pour cette démarche, notamment le SDIS de l'Isère dans la gestion des risques, et puis la Chambre d'agriculture, où nous lançons une étude commune pour approfondir les vulnérabilités et les risques sur les productions agricoles. Merci Monsieur Lambert. Peut-être dernière prise de parole, puis après je pose des questions-réponses avec la salle, comme ça vous pourrez continuer effectivement à nous présenter vos différents sujets. Lieutenant-colonel, sur justement ces changements de modèles qui ont été évoqués par vos collègues, vous parlez, je crois, vous, de la mise en place d'un commandement intentionnel finalement avec les citoyens pour effectivement changer la manière d'appréhender les risques finalement. Alors, effectivement, nous, on a depuis très longtemps dû s'adapter à tout ce qui nous arrive au quotidien. Donc, dès leur plus jeune âge, nos pompiers, je dirais, ça commence souvent même avec les jeunes sapeurs-pompiers, on leur apprend à s'adapter à tout ce qu'ils peuvent rencontrer sur opération. Et simplement, je voudrais insister sur le fait que c'est vraiment une opportunité d'aventure humaine. Les pompiers sont globalement heureux d'être chez nous. On arrive à embarquer plein de gens qui font peut-être partie de l'Assemblée, des pompiers volontaires, des gens qui collectivement font le choix de se lancer dans cette aventure et ils voient un vrai intérêt. Et cette adaptation, elle se fait par des choses très très simples. Quand on nous explique qu'on a une sorte de culture de la mémoire, ben on contribue à essayer d'enseigner à nos gens aussi le fait qu'il peut se passer tout le temps. Donc, dans une journée de sapeurs-pompiers, la première chose qu'on va faire, c'est se mettre au garde à vous et se recueillir pour se rappeler que tout est possible et qu'il peut se passer tout et n'importe quoi derrière. Tout au long de la journée. Donc on va les formater, on va les entraîner, on va les faire jouer à des manœuvres sur des choses, sur des scénarios qui changent à chaque fois. Il n'existe pas une fiche pour chaque problème que l'on rencontre. C'est bien là où effectivement on parle de commandement intentionnel. On essaye de faire en sorte que toute la chaîne hiérarchique, quand on est sur opération de secours, puisse avoir l'opportunité à un moment d'être une force d'adaptation aux problèmes qu'on rencontre. Et donc l'adaptation, ce n'est pas un problème de cadre, ce n'est pas un problème de dirigeant, c'est un problème d'organisation qui intègre tous les échelons de l'organisation et il faut qu'on embarque en ça une vraie aventure humaine qui va permettre à tout le monde de jouer son rôle, de nous permettre collectivement de nous adapter à tout ce qui va nous arriver. C'est une vraie culture. Une vraie culture. Rapprochez-vous de vos SDIS et recrutez des sapeurs-pompiers volontaires. Engagez-vous en tant que pompier volontaire. Vous verrez que cette notion-là est vraiment prégnante chez nous depuis des lustres et on bénéficie aussi de notre histoire et de ce que nous ont retransmis nos anciens sur cette capacité d'adaptation. Merci beaucoup, lieutenant-colonel. On l'a vu avec vos 6 témoignages. Merci beaucoup à tous les 6. L'adaptation, elle est très concrète dans les territoires. On vous propose du coup de prendre des questions-réponses avec la salle. Du coup, je ne sais plus où sont mes collègues qui ont les micros, mais ils ne sont pas très loin. Hop, Cécile. Bonjour, Nicolas Terrassier, Chambre de métier et de l'artisanat. Je voulais d'abord féliciter les organisateurs pour la belle composition de la table ronde. L'artisanat est représenté par les compagnons des bâtisseurs et l'artisanat au féminin avec une belle parité, c'est vraiment très agréable, c'est assez exceptionnel et c'est très agréable.
Les artisans en Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont 255 000 entreprises, une population très très discrète que l'on côtoie pourtant au quotidien et qui façonne aussi cette transition écologique. Quand vous regardez les traiteurs ou la restauration, vous voyez de nouveaux aliments apparaître, vos boulangers changent de farine également. Quand vous allez chez le pressing, vous voyez des nouvelles techniques. Ils sont présents aussi dans l'urgence, quand ils vous réparent le toit en cas de catastrophe, la voiture grêlée, le pare-brise, les fenêtres, mais aussi dans le domaine industriel. Donc l'artisanat est très très acteur au quotidien et en influence dans cette transition. Je voulais prolonger un des propos du professeur Gémen concernant le financement. Il y a un grand absent, je trouve, dans la transition écologique, ce sont les banques. Les banques tiennent un discours convenu, de surface, avec une vision court-termiste de quelle sera l'économie et l'industrie de demain. Et je voulais avoir votre point de vue sur que font les banques. On a tenté le dialogue en Auvergne-Rhône-Alpes et on le poursuit. On développe avec l'ADEME, on tente de développer avec l'ADEME de façon innovante un outil, mais c'est un abondement de l'ADEME sur un financement bancaire. On ne voit pas beaucoup l'effort bancaire pour préparer l'économie à moyen, long terme. C'est très étonnant, cette vision court-termiste. Merci beaucoup. Alors, sur les banques, mais François Gémen pourra réagir. Élément d'information, nous avons dans le cadre de la COP en Auvergne-Rhône-Alpes un groupe de travail sur le financement de la transition écologique et je vous invite toutes et tous à y participer l'année prochaine. Et effectivement, les services de l'ADRETS ici présents avec la Banque de France qui copilotent ce groupe de travail ont à cœur, et vous l'avez bien dit, d'associer effectivement tous les organismes bancaires, sans quoi effectivement on aura des grandes difficultés à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. François, peut-être sur les organismes bancaires ? Oui, si vous le lancez sur les banques, j'espère que vous avez prévu un déjeuner. Non, il y a beaucoup à dire et je suis tout à fait d'accord avec vous que, effectivement, nous devons impliquer davantage les banques et globalement les établissements bancaires et financiers sur la question du financement de la transition parce que, d'une part, il y a un vrai enjeu sur quel type d'économie est-ce qu'on veut financer. Les banques ont toujours financé l'économie et donc la grosse question, c'est aussi du rôle proactif qu'elles peuvent jouer. Quel type de modèle économique est-ce qu'elles vont financer et soutenir ? Quelle économie, finalement, est-ce qu'elles vont encourager et financer ? Et puis, moi, je suis toujours un peu énervé du discours selon lequel il n'y aurait pas d'argent pour la transition, les caisses de l'État sont vides, etc., etc. J'entends bien, mais nous n'avons jamais eu autant d'argent en épargne. Je veux rappeler que l'épargne des Européens, c'est 35 000 milliards d'euros, que l'épargne des Français, qui sont parmi les Européens ceux qui épargnent le plus et qui sont le plus anxieux de l'avenir, donc qui épargnent encore plus, on atteint aujourd'hui 8 000 milliards d'euros dans les banques françaises. Rien que l'assurance vie, le produit d'épargne préféré des Français, c'est 1 800 milliards d'euros. Et à côté de ça, M. Lecornu ne dort plus parce qu'il cherche 44 milliards d'euros pour boucler son budget. Alors, je ne dis certainement pas que l'argent des Français devrait servir à boucler le budget de l'État, c'est pas ça que je dis. Mais je dis simplement que si nous pouvions avoir un pilotage un peu plus stratégique de cette épargne, nous pourrions, je crois, mobiliser bien davantage l'argent qui est nécessaire pour la transition. On a aujourd'hui un tiers de l'épargne des Européens qui finance l'économie américaine. Est-ce que, je pose la question, est-ce que c'est l'économie qu'on a aujourd'hui envie de financer ? Est-ce qu'on n'a pas plutôt envie de financer des entreprises stratégiques qui sont clés pour l'innovation, pour la durabilité et, j'ose le dire, pour la défense en Europe? Est-ce que ce n'est pas ça l'enjeu stratégique du pilotage de l'épargne européenne? Et ça correspond aussi, il faut le dire, à une appétence des Français. Je prends le cas de l'entreprise Duralex, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Cette entreprise s'est retrouvée en grande difficulté il y a quelque temps et donc a décidé de changer de modèle, de passer en société coopérative et donc de donner des parts de l'entreprise aux salariés de l'entreprise. Ce n'était pas suffisant et donc on a fait appel au marché. Comme on est en France, on trouve que marché c'est un gros mot, donc on a dit financement citoyen participatif, mais globalement c'est ça qui s'est passé. Ils cherchaient à récolter 5 millions d'euros
Ils s'étaient donné, je crois, 15 jours ou 3 semaines. Ils les ont récoltés en quelques heures. Et sur l'ensemble de cette campagne de financement, ils ont récolté 20 millions d'euros. Et donc, les Français, vous et moi, ont investi 20 millions d'euros dans une entreprise qui n'est pas innovante, qui n'est pas stratégique, qui est en grande difficulté financière et qui ne leur rapportera certainement pas de retour sur leur investissement avant plusieurs années et qui a même un gros risque qu'ils perdent complètement leur mise. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Parce qu'ils étaient attachés à l'entreprise, qu'ils voyaient bien ce qu'elle produisait, que c'est une entreprise un peu iconique et qui considéraient que c'était important de maintenir cette activité économique. Si vous demandez aux épargnants français, c'est quoi les secteurs qu'ils ont envie de soutenir? Ben, potentiellement, ça va être le changement de modèle entreprise de Rossignol, ça va être la possibilité que Rossignol fasse d'autres choses, développe d'autres activités, ça va être la rénovation des logements, ça va être aider les agriculteurs à investir dans du matériel agricole pour d'autres types de cultures. Et donc la grande question, c'est comment est-ce qu'on va parvenir à déployer tout ce potentiel que nous avons sur des comptes en banque qui parfois rapportent très très peu à l'épargnant. Enfin, le livret A, le taux d'intérêt sera bientôt négatif sur le livret A et c'est 1 400 milliards d'euros. Merci François. Alors, je crois qu'il y a peut-être des questions au fond. Aurélie, peut-être. Merci. Oui, bonjour. Laurent Copin, je suis un modeste entrepreneur qui travaille à essayer d'inventer des récits pour raconter ce que vous faites vous, et je vous félicite de ce que vous faites les uns les autres. J'ai juste une question, parce qu'il y a un seul mot que je n'ai pas entendu dans toutes les thématiques qui ont été abordées aujourd'hui, c'est le mot éducation. Pour moi, la logique d'adaptation en court, moyen ou long terme, elle doit se faire avec et pour les générations qui sont aujourd'hui nos enfants. Et c'est vrai que vous parliez d'impensés ou de choses pas vues en parlant des banques là maintenant. Je voulais avoir le point de vue des uns et des autres parce que j'ai été sensible à ce que vous disiez, madame. J'ai aussi fait la CEC et donc on parle de récits, d'imaginaire, de choses comme ça. Je suis très sensible à ce que dit monsieur Belleret sur le fait qu'il faut vivre de ça de manière joyeuse. L'adaptation, c'est une aventure, c'est un récit. On a la possibilité de changer le monde et aujourd'hui on est très ancré dans nos silos, très ancré dans nos techniques et moi j'avoue que j'ai toujours du mal à me projeter dans la manière de donner envie d'adaptation à nos jeunes générations et à la manière de les éduquer. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Qui veut réagir? C'est parce que je suis prof que je n'ai pas parlé d'éducation. Je ne voulais pas donner l'impression de plaider pour ma chapelle. Les autres intervenants, qui veut réagir sur le volet, bien évidemment, éducation? Vous en avez parlé tous un petit peu, mais pas assez pour monsieur Laurent Copin, je crois. Peut-être pour vous répondre, effectivement, l'éducation et dès les jeunes générations, c'est quelque chose qui est important et je pense qu'on prend bien en compte, puisque quand on intervient dans l'habitat des personnes, on intervient avec l'ensemble du ménage, c'est-à-dire avec les adultes, mais aussi avec les enfants, et qu'on se rend compte en fait très rapidement que les enfants, alors ils sont partie prenante au niveau technique, à leur hauteur d'enfant et avec leur capacité d'enfant. En tous les cas, ils ont une réflexion qui est peut-être plus aboutie que celle des adultes sur ce que pourrait être le monde de demain et sur comment on se projette dans le monde de demain. Donc, que ça soit sur le volet des éco-gestes ou sur le volet du tri sélectif, ou même derrière sur le volet de quel choix de matériaux on pourrait mettre en place, les enfants sont plutôt moteurs au niveau de nos interventions. On a clairement effectivement tout un volet jeunesse qui est d'ailleurs largement soutenu par l'État, les jeunes sapeurs-pompiers. Le Rhône, pour vous donner un exemple, c'est 1200 jeunes sapeurs-pompiers. C'est une association de 1200 jeunes sapeurs-pompiers, rien que pour le Rhône. Et ces jeunes sont nos pompiers volontaires de demain. Donc on investit dans l'avenir, on a les cadets de la sécurité, on a tout un pan de formation. Et effectivement, c'est stratégique de former ces jeunes à cette capacité à s'adapter et à se préparer à cet avenir-là et le faire dans le jeu. Nous, aujourd'hui, on joue beaucoup avec eux et c'est ce qui fait qu'ils restent chez nous derrière après. Laure Jarlot, je crois que vous vouliez prendre la parole. Oui, pour dire qu'effectivement, on pense que c'est vraiment important de former effectivement, les citoyens, les entrepreneurs de demain. Et donc, on a
eu la chance de créer avec GEM, qui a aussi fait la CEC, un module de formation du coup pour les jeunes qui sont dans cette école. Et aujourd'hui, en fait, on les forme alors, avec un jeu, en plus un jeu immersif où en fait ils découvrent tout le vocabulaire des limites planétaires, etc. etc. Ils comprennent comment est-ce qu'on peut développer des skis d'une nouvelle manière. À la fin de la première partie du jeu, ils créent un ski recyclable. Et puis surtout pour nous, ce qui est important, c'est que la deuxième partie du jeu, ils assistent à un COMEX fictif chez Rossignol, et où en fait notre CEO explique à ces jeunes que c'est pas le ski recyclable qui va sauver le monde, mais en tout cas il faut développer des nouveaux business, des business models alternatifs, et on est très content que du coup ensuite ces jeunes travaillent là-dessus dans une école comme GEM, où on leur dit maintenant créer des modèles différents, des modèles décorrélés des logiques volumiques, et inventer, innover, et leur note est basée là-dessus, sur le rendu et sur leur création à imaginer des nouveaux modèles, et pour nous c'est hyper important dans ces écoles de management qui sachent qu'on peut faire autre chose que des logiques volumiques et qu'il y a plein d'autres modèles qui existent. Merci beaucoup, Madame Jarlot. On a encore le temps d'une ou deux questions. Je ne vois pas tout le monde, moi je suis désolé. Cécile, je t'en prie, vas-y, j'ai du mal. Oui, bonjour, Jean-Pierre Morvan, délégué de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Ma question s'adressera à Monsieur Gémen, mais elle s'appuie sur les interventions des participants, que je remercie d'ailleurs pour la qualité de leurs propos. Monsieur Courtois, notamment, a indiqué le besoin en eau. Ça a été aussi évoqué par la responsable RSE de Rossignol. Et donc c'est la question du partage de la ressource. Vous avez évoqué la question de la cohésion sociale, mais il me semble que la question du partage de la ressource, alors évidemment en particulier sur l'eau, mais pas uniquement, il y a d'autres ressources qui peuvent tendre à se raréfier, et une question centrale. On sait qu'avec le changement climatique et avec le réchauffement, la ressource utile disponible va diminuer. Alors les précipitations, elles vont sans doute se maintenir, mais la ressource disponible, ce qu'on pourra utiliser, ça va se réduire. Et donc on va avoir un gros problème, c'est-à-dire qu'on va avoir non pas à partager un gâteau, mais on va avoir à partager une bouteille d'eau, et avec des convives autour de la table qui risquent d'avoir de plus en plus soif. Donc, comment réaliser ce partage de la ressource dans le cadre d'une discussion apaisée, courtoise, sachant que ça va être quand même compliqué. Voilà, quelle piste vous pouvez nous donner là-dessus? Merci. Merci, je suis tout à fait d'accord avec vous quant à l'idée qu'à mon sens, l'enjeu crucial, ça ne va pas être tellement la quantité absolue, ça va être la question du partage, de l'allocation à la fois entre différents usages et différents territoires. Alors bien sûr, il faut éviter au maximum la raréfaction de la ressource. Il y a beaucoup de choses à faire sur les canalisations pour éviter toute une série de gâchis, pour davantage recycler les eaux grises. Potentiellement, certains processus de désalinisation seront peut-être utiles à certains endroits. Il y a énormément de choses qu'on peut faire là-dessus et énormément d'inspiration qu'on peut prendre, y compris dans certains pays européens, notamment celui qui est juste de l'autre côté de la chaîne des Pyrénées. Maintenant, va rester la question, effectivement, de l'allocation, du partage, à la fois entre différents usages, quelle va être la quantité d'eau qu'on réserve à l'industrie, à l'agriculture, à la consommation des particuliers, et également partage de l'eau entre territoires. Un des grands effets du changement climatique, ça va être de changer, de perturber la disponibilité de la ressource en eau selon les territoires. Il y a des territoires qui vont recevoir beaucoup plus d'eau, d'autres beaucoup moins. La question, c'est comment est-ce qu'on va essayer de les partager au niveau territorial. C'est une très vieille question. Les Romains avaient déjà des aqueducs et donc potentiellement il va falloir effectivement revivifier certains aqueducs ou envisager d'autres modes de transport de l'eau entre territoires. Ça, c'est une vraie question qui va se poser non seulement au niveau national mais aussi au niveau européen. Merci. Sinon, le risque, évidemment, c'est d'aller dans des situations de tension. On l'a vu sur la question des méga-bassines. À mon sens, la question n'est pas tellement de savoir s'il faut stocker ou pas l'eau. La question qui était au cœur du conflit des méga-bassines, c'était le sentiment qu'avait un groupe qu'un autre groupe allait s'approprier pour lui-même une ressource de plus en plus rare. Et je me souviens d'un fait divers qui m'a beaucoup marqué. C'est lors d'une période de sécheresse dans les Vosges, et donc il y avait des restrictions sur le lavage des voitures, l'arrosage des jardins, etc., les restrictions classiques. Et il y avait
2 jacuzzis de gens à Gérardmer qu'ils avaient sur leur balcon qui avaient été lacérés de coups de couteau. Alors, ce n'est pas 2 jacuzzis achetés 300 balles chez Castorama qui vont évidemment transformer l'usage de la ressource en eau, mais on voit bien à quel point même ce petit jacuzzi privé sur une terrasse, acheté quelques centaines d'euros dans un magasin de bricolage, quelque part allait créer du ressentiment et le sentiment qu'on s'appropriait pour un luxe inutile une ressource devenue rare. Monsieur Courtois, je vous en prie, merci. Juste pour contribuer, mais un exemple dans la filière laitière, vous savez que le lait, c'est plus de 90% d'eau. Et en fait, il y a une directive européenne qui nous permet aujourd'hui, par exemple dans nos sites, dans nos laiteries, quand on va sécher du lait, quand on va faire du fromage, en fait, on condense, on concentre la matière laitière et il nous reste ce qu'on appelle l'eau de vache. Et cette eau de vache, aujourd'hui, on a le droit de la réutiliser pour rincer nos équipements de transformation. Et ça, c'est des choses toutes bêtes qui étaient complètement interdites avant, aujourd'hui qui le permet et qui est permise et qui nous permet d'économiser de l'eau. Donc, il y a un vrai travail aussi dans les process à faire pour économiser l'eau. Mais quand on a la loi qui va avec nous, c'est quand même plus simple aussi, quoi. Merci beaucoup, Sébastien. Sujet d'avenir, effectivement. Aurélie, peut-être il y avait une question encore ? Bonjour, je suis Marion Niclot, directrice du GREN Auvergne-Rhône-Alpes, qui est le réseau régional des acteurs et des actrices de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Je vais permettre de poursuivre un peu la thématique de l'éducation, mais pas uniquement chez les enfants, mais globalement des démarches d'éducation, de formation, d'accompagnement des citoyens et des citoyennes. Donc les structures d'éducation à l'environnement et au développement durable, qui sont des structures de l'ESS, principalement des associations. Au quotidien, elles travaillent avec des citoyens et des citoyennes pour les sensibiliser, pour les former, pour accompagner des démarches de mise en œuvre de démocratie sur les territoires au quotidien. Et elles vont aborder toutes les thématiques qu'on aborde là, souvent pas en silo, de manière transversale. Elles vont aborder à la fois la question de la biodiversité, de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau. Elles vont aussi avoir une approche en termes de santé-environnement, que je glisse là parce que c'est un terme que... Une fois a été abordée la notion de santé, mais on a peu abordé cette question de santé-environnement, de l'approche une seule santé, qui est quand même essentielle, il me semble, aujourd'hui. Et se pose quand même la question de comment ces structures-là et ces démarches-là, elles sont intégrées. Moi, il y a 2 aspects qui me questionnent et que j'aimerais partager. C'est d'une part, il y avait la question de l'évaluation de la vulnérabilité des territoires, et était évoquée la question de la cohésion sociale comme un facteur important pour lutter contre la vulnérabilité. Aujourd'hui, ça a été un peu dit, mais les associations sont en grande difficulté et en grand danger à venir. Les organisations qui regroupent les associations et les représentent annoncent aujourd'hui un des plus grands plans sociaux pour l'année prochaine. Et du coup, je voulais savoir s'il avait été intégré dans des études de vulnérabilité de territoire cet aspect-là du rôle des organisations. Alors en France, ça prend le terme d'association, mais peu importe, de collectifs de citoyens et de citoyennes sur cette vulnérabilité. Et d'autre part, de savoir, pour ceux et celles qui ont mis en place des programmes, des politiques sur l'adaptation, comment est-ce que vous avez intégré ces acteurs-là qui travaillent au quotidien pour aussi créer des récits désirables sur des futurs qui soient adaptés ou en cours d'adaptation aux impacts du dérèglement climatique. Merci beaucoup. Qui veut apporter une réponse sur la mobilisation associative, collective ? Laure Jarlot. Moi, je peux attaquer, effectivement, c'est très important. On s'entoure, en fait, nous, de tous ces collectifs-là et de toutes ces associations qui, aujourd'hui, nous aident, nous accompagnent. À la fois, ça peut être sur de la sensibilisation de nos salariés, mais aussi pour, en fait, arriver à mieux comprendre ce qui se passe et, du coup, à travailler ensemble. Nous, on les soutient, eux, ils nous soutiennent. Et effectivement, aujourd'hui, on travaille avec... beaucoup d'associations qui travaillent sur le sujet des stations en transition. Donc pour nous, effectivement, ces collectifs-là sont très importants et en fait, les uns pour les autres en coopération. Merci beaucoup, Laure. Juste en complément, effectivement, le département est par ailleurs chef de file de l'action sociale. Donc effectivement, l'adaptation sur le territoire, notamment au public précaire, et cette acculturation, éducation, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Donc j'avoue qu'on n'est pas encore au bout
de trouver les bons modèles, la façon de fonctionner, et sur cet aspect du travail social. Et nous, alors, on travaille avec l'ensemble du monde associatif par le volet social du département. On a aussi nos travailleurs sociaux qui sont au cœur du territoire, présents partout. Et toute cette question qui a été évoquée tout à l'heure, de dire effectivement comment j'aborde ces sujets de manière très transversale, par quels moyens. Voilà, ce sont des choses qu'on initie avec l'ensemble des partenaires, mais on pense vraiment que les solutions viendront justement du territoire, du terrain et du local. Et voilà, il faut qu'on s'en inspire et qu'on arrive ensuite à les déployer. Merci beaucoup, Monsieur Lambert. On n'a pas le temps de prendre toutes les questions, mais sachez que la boîte mail de la COP, donc c'est toujours cop@auvergne-rhône-alpes.gouv.fr, on remettra la fiche contact, reste ouverte. Et bien sûr, comme l'année dernière et comme chaque année, on répondra à toutes vos questions à l'issue de cette réunion. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'il y a aussi un replay qui sera aussi disponible. Merci beaucoup à nos 6 intervenants et à François Gemène. Je vous invite à rejoindre vos places. Un grand merci à vous. Alors nous nous dirigeons maintenant vers la fin de notre matinée et du coup j'invite Augustin Augier, le secrétaire général à la planification écologique, à nous rejoindre avant la conclusion par Madame la préfète. Monsieur le secrétaire général, quelques mots de mise en perspective. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être court parce que vous avez tous faim. J'ai faim moi en tout cas. Et puis qu'il y a beaucoup de monde, c'est impressionnant. Et j'ai pas l'habitude. Madame la préfète, monsieur le député, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les préfets, merci pour votre présence. Je voulais d'abord commencer par un grand remerciement. Cette mobilisation, cette COP, c'est un succès, c'est un vrai succès, ça a été rappelé, ça a été un succès ces derniers mois dans les 12 départements de la région. On le voit, je pense qu'il y a 4 ingrédients pour que la recette fonctionne. Il faut une volonté forte, et ça, Madame la préfète, un immense merci de porter cela, avec l'accompagnement de Julien, un SGCOP parfait à tout point de vue, et les services déconcentrés de l'État. Merci évidemment aux préfets de région, de département, des 12 départements qui ont porté dans les départements ce travail, et aux services déconcentrés de l'État. Le deuxième ingrédient pour réussir les COP, c'est qu'elles soient larges, c'est qu'elles incluent au-delà des services de l'État, qu'elles incluent les élus, y compris les élus ruraux. Merci, Monsieur le Président de l'Association des maires ruraux de la région. Qu'elles incluent le monde socio-économique, et ce n'est pas un hasard si nous sommes réunis aujourd'hui à la CCI, que je remercie, et si le président de la CCI régionale est présent aussi. Qu'elles incluent tous les acteurs socio-économiques, les associations qui sont là aussi aujourd'hui, un immense merci. La troisième condition pour réussir, c'est que ce soit du concret. Aujourd'hui, tout le monde attend du concret, et c'est le cas de cette COP régionale. On attend, et on a vu déjà quelques éléments, les 12 cahiers départementaux, les cahiers thématiques. Ce ne sont pas des plans avec des principes et des concepts, ce sont des projets concrets que l'État va soutenir, qui peuvent être portés par les acteurs et qui changent la vie des collectivités, des entreprises et des habitants de la région. Et puis le dernier ingrédient pour réussir les COP, et ça a été beaucoup fait aujourd'hui, je crois que c'est la lucidité. On est ici pour se féliciter de tout ce qui est fait de bien, mais on est aussi ici pour constater ce qui ne va pas assez vite, et ça a été rappelé dans le propos introductif de la préfète et dans la séquence qui a suivi. La réussite de la transition et de la planification ne se fera que si on est capable de dire ce que nous faisons de bien, mais aussi ce que nous ne faisons pas suffisamment. Et ça a été fait aujourd'hui, et je tenais à le souligner. Une fois cela dit, je voulais vous passer aujourd'hui 3 messages. Le premier, ça a été dit, il faut accélérer. Il faut accélérer, on fait beaucoup, mais il faut accélérer. Et il faut accélérer sur tous les domaines de la transition écologique. Cette accélération est nécessaire parce qu'on a pris des engagements, mais ces engagements, on ne les a pas pris par hasard. Et il se trouve que mon intime conviction, c'est que les choses se jouent dans les quelques années qui viennent. La transition écologique, on en a pour c'est l'histoire d'un siècle, voire plus. Mais ça se joue maintenant. Ça se joue maintenant parce qu'on vit dans un monde ouvert et que ce monde se durcit. Ça a été rappelé par le commandant militaire de la région. Il se durcit à une vitesse exceptionnelle, avec certains pays qui font le choix de dire on sort de la transition. On voit bien la position des États-Unis. C'est pas grave, on va continuer à faire du fossile qui coûte pas cher et on va dominer le monde comme cela. Et puis d'autres pays qui accélèrent sur la transition.
Un chiffre, la Chine, pour la première année dans son histoire, les émissions de gaz à effet de serre en 2025 vont diminuer en Chine. D'à peu près le même montant que la France, à peu près 1%. Parce que dans le même temps, en France, la diminution des émissions de gaz à effet de serre ralentit. On était à moins 5% il y a 2 ans, moins 1,8% l'année dernière. Cette année, on sera autour de moins 1%. Donc ça, c'est un problème parce qu'on a un engagement moral et politique, mais c'est un problème parce que d'autres pays, eux, n'attendent pas. Et que si jamais il y a un décalage entre eux et nous, ben c'est de la souveraineté, c'est de la compétitivité, c'est des technologies qu'on ne maîtrise pas. Et une fois qu'elles sont parties, c'est beaucoup plus dur de les récupérer. Et ça se joue maintenant. C'est vrai aussi sur la qualité des sols, c'est vrai sur l'eau, c'est vrai sur la forêt. La forêt française, vous le savez probablement, est dans un état extrêmement inquiétant. En 10 ans, la forêt française capte 2 fois moins de carbone. Alors c'est un problème pour la captation du carbone dont on a besoin, c'est un problème de sécurité publique avec le risque incendie qui arrive aujourd'hui dans des régions qui ne maîtrisaient pas ce risque incendie. On le maîtrise plutôt bien sur le pourtour méditerranéen, on l'a vu en 2022 en Gironde, mais demain, c'est toutes les régions de France qui sont concernées. Et le risque de la forêt, il est important demain, très important après-demain, mais les solutions, c'est dans les 5-10 prochaines années. Parce que vous savez que la forêt, c'est des problèmes, c'est un sujet générationnel, comme on dit. C'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui pour la forêt permettra d'avoir une forêt en meilleure santé, non pas dans 20 ans, mais dans 30, 40 ans. Bon. Et ça, c'est maintenant. Donc il faut accélérer, et c'est maintenant. Le deuxième message que je voulais passer, c'est que pour accélérer, on a besoin d'abord que l'État joue son rôle régalien en la matière de transition écologique. Et le rôle de l'État, premier, c'est de fixer un cadre. C'est la planification écologique, ça tombe bien. Et ce cadre, l'État le fixe. Et je voulais rappeler que même si on est dans un moment politique complexe, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, il n'y a pas de majorité, même relative, à l'Assemblée nationale, même si les difficultés budgétaires sont immenses, avec un risque de surendettement de la nation qui est extrêmement important, nous avons un cadre de planification. Nous avons une stratégie nationale bas carbone, avec sa 3e édition qui a été rendue publique dans sa version finalisée la semaine dernière, et c'est une très bonne nouvelle, avec des ambitions renouvelées, plus importantes, avec une vision d'ensemble, où on réfléchit désormais en empreinte et pas uniquement en émissions. Je pourrais en parler des heures. Nous avons une stratégie sur la question de l'adaptation, avec le 3e plan national d'adaptation au changement climatique, qui a été publié au mois de mars 2025, qui inclut tout ce qui a été dit. Évidemment, il y a encore beaucoup de difficultés, c'est un problème nouveau d'adaptation. J'ai pris bonne note de tout ce qui a été évoqué comme difficulté, nous devons y travailler. Nous devons accepter que c'est le début d'une histoire d'adaptation et que beaucoup de choses nous ne savons pas le faire et nous devons apprendre à le faire. Mais nous avons un plan sur la biodiversité et la préservation et on accélère avec l'année prochaine le plan national de restauration de la nature qui va nous permettre de viser de restaurer 30% des écosystèmes à l'horizon 2030. Je pourrais multiplier le plan eau. On a un cadre. On a un cadre, et puis l'État met en place aussi des outils d'accompagnement, et je veux le rappeler, que vous connaissez, qui ont été soulignés, avec, par exemple, on sait que la rénovation thermique des bâtiments, c'est une politique très importante, pas uniquement pour les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour des questions sociales. Aujourd'hui, on a un outil, MaPrimeRénov', qui a connu, certes, un arrêt parce qu'il était victime de son succès, mais l'ANA qui gère le dispositif MaPrimeRénov' vient de voter son budget pour l'année à venir, et le budget est stable. Alors on pourrait dire que ça n'est pas assez, et certains le disent, et on peut comprendre pourquoi on dit ça, mais dans le contexte budgétaire, on peut aussi noter qu'on a une politique publique dont le budget ne diminue pas. 3,5 milliards d'euros pour MaPrimeRénov' l'année prochaine, ce qui permettra de faire plus de rénovations, avec un ancrage territorial très fort, plus de 1000 maisons France Rénov', il faut le dire, et un ciblage très important des ménages très modestes et modestes. François Gémen rappelait l'importance de lier le social et la transition. 80% des montants de MaPrimeRénov' va vers des ménages modestes et très modestes. Et puis on a le prêt à taux zéro pour compléter pour les autres. Je pourrais multiplier les objets. On a le leasing social, on a le fonds vert, ça a été évoqué. On a des opérateurs qui développent des projets pour les collectivités, pour les entreprises, comme l'ADEME qui est là, évidemment les agences de l'eau qui font énormément d'actions, l'OFB, l'ONF, la Banque des Territoires, je ne vais pas tous les nommer, mais chaque acteur a des politiques publiques concrètes, des solutions concrètes et des financements. Quelle hauteur pour ces financements? C'est un grand débat. Est-ce qu'on fait assez, pas assez? Là aussi, certains disent qu'on ne fait pas assez, d'autres trop. Il se trouve qu'il appartient en démocratie à la représentation nationale de décider du montant. On voit bien la complexité pour voter un budget.
Ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'autres mécanismes que le mécanisme budgétaire, et je parle sous le contrôle du président du Conseil supérieur de l'énergie, qui s'appellent les certificats d'économie d'énergie, qui permettent de financer le leasing social, qui permettent de financer la majorité de MaPrimeRénov' pour les rénovations d'ampleur, et que ça, il a été décidé d'augmenter le volume l'année prochaine de 25%, ce qui représente presque 2 milliards d'euros d'investissement de plus dans la transition. Donc ça, ce sont des bonnes nouvelles. Les agences de l'eau auront aussi normalement plus d'argent avec un relèvement de leur plafond dans la version qui a été votée au Sénat de presque 170 millions d'euros. Donc il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Il faut le souligner. Et puis, comment on accélère une fois que l'État a posé ce cadre, a mis des moyens, dont il faut encore voir où on met le curseur. Je crois pour ma part que c'est en s'appuyant massivement sur les réussites dans les territoires. On a aujourd'hui, sur tous les sujets, des collectivités locales, au niveau de mairies rurales, de PCI, de métropoles évidemment, des exemples de grandes réussites systémiques, de choses qui font système. Et ça, désormais, ce qu'on doit faire, c'est le passer à l'échelle. Alors je voudrais prendre un exemple et appuyer sur un point aujourd'hui qui est la question de la ruralité. On disait tout à l'heure qu'il ne fallait pas opposer l'agriculture et l'écologie, et Dieu sait qu'on essaye de se battre pour arrêter cette opposition. Il y a une autre opposition qui est un peu de l'ordre de l'imaginaire, mais pas que, qui est celle entre la ruralité et l'écologie, et la transition écologique. C'est absolument faux, et c'est évident, et on doit casser cet imaginaire-là. C'est faux pour un tas de raisons. D'abord, aujourd'hui, les territoires ruraux bénéficient de beaucoup des politiques de transition. J'ai regardé sur la question du leasing rural, social, que vous connaissez, qui permet d'avoir un véhicule électrique neuf. On dit beaucoup les véhicules électriques, c'est pour les gens des centres-villes. Dans le leasing électrique qu'on vient de faire, sur les 45 000 premiers véhicules qui ont été vendus à l'automne, 50% ont été vendus à des ménages qui vivent en zone rurale, alors qu'ils représentent 33% de la population française. Donc il y a une demande forte pour le véhicule en zone rurale. Et j'ai regardé, c'est vrai, dans les départements où il y a de la montagne ou pas, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a dépassé. Et c'est normal parce qu'aujourd'hui, les véhicules électriques, ils sont arrivés à une maturité technologique. On peut les utiliser partout, tout le temps, y compris l'hiver. Et d'ailleurs, les consommateurs ne s'y trompent pas, on a plus que doublé le taux d'équipement en véhicules électriques. Pour le mois de décembre, c'est plus de 25% des véhicules neufs achetés qui sont des véhicules électriques. On était à 12% au début de l'année. Donc on voit bien que ça s'accélère très fort. Et c'est une bonne nouvelle, et c'est une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat, et notamment en zone rurale où on roule beaucoup, et où on est prisonnier de la voiture par définition. Pour les zones urbaines, il y a les transports collectifs. Et c'est un gain de pouvoir d'achat, c'est une politique, il faut mesurer. Quelqu'un qui va aller au travail, par exemple une assistante maternelle, ou qui va aller travailler à l'hôpital, qui va faire 40 km le matin, 40 km le soir, qui va déposer ses enfants entre-temps au collège ou à l'école, c'est un gain de 50 à 150 euros par mois de pouvoir d'achat, un véhicule électrique contre un véhicule thermique. Quelle politique publique, aujourd'hui, peut-on mettre sur la table qui permette un tel gain de pouvoir d'achat? Moi, j'en connais pas. Et qui correspondent par ailleurs à notre politique de décarbonation, à une politique industrielle intelligente, puisqu'il se trouve que les aides du leasing social des véhicules va surtout vers des véhicules produits soit en France, soit par des constructeurs français. Donc on voit bien que ça fonctionne. Et des politiques comme ça, en ruralité, il y en a beaucoup. Pour les collectivités locales, j'étais dans une commune il n'y a pas longtemps qui réfléchissait, qui était rentrée dans un processus pour installer 2 mâts d'éolien. Bon. Alors ça correspond aux objectifs globaux de décarbonation de la production de notre énergie, des développements d'énergie renouvelable. Une commune rurale de 800 habitants. Les revenus pour la commune, pour le budget de la commune, 70 000 euros par an, plus 60 000 euros pour la communauté de communes. C'est énorme. Ça correspondrait à quasiment une augmentation de 30% de la taxe foncière dans cette commune. Quelles politiques publiques correspondent aux objectifs stratégiques dont on a besoin pour notre souveraineté et apportent autant de ressources pour une commune rurale et lui permet de sortir de l'ornière? Il n'y en a pas beaucoup. On pourrait parler pour les agriculteurs aussi. On le sait, il y a des modèles aujourd'hui, on voit beaucoup d'exemples de modèles de PAT notamment qui permettent de faire du local, faire de la qualité, où on va aller chercher, grâce aux agences de l'eau par exemple, le fait de financer un agriculteur pour qu'il remette en prairie des zones autour d'un point de captage sensible. Donc on va mettre moins d'intrants qui potentiellement peuvent polluer l'eau.
Et puis derrière, cette viande, elle va être vendue en local à un meilleur prix. Alors on va en manger peut-être un peu moins pour l'acheter un peu plus cher. L'État ne dit pas qu'il faut manger moins de viande. Hein. L'État dit la recommandation sanitaire, c'est de manger moins de viande. Mais si ça permet de la payer un peu plus cher, et que derrière l'agriculteur a plus de revenus, et qu'on a de la prairie qui va protéger le point de captage de l'eau, ben ces systèmes-là, ils existent. Et il y a beaucoup d'endroits où c'est fait. Parce que l'agence de l'eau, la collectivité, la chambre d'agriculture ou la coopérative se sont mis à travailler ensemble et ont fait ces cercles vertueux. Dans tous les domaines, on peut trouver des politiques publiques qui permettent d'avoir des cercles vertueux qui vont vers une agriculture plus durable, vers plus de pouvoir d'achat. Ce n'est pas le cas de tous les domaines, mais c'est le cas de suffisamment de domaines pour arriver à passer à l'échelle toutes ces expériences territoriales que vous voyez toutes et tous les jours, que ça devienne des politiques portées par l'État. Et là, on va avoir un changement des imaginaires. Aujourd'hui, on a encore trop l'impression que la transition écologique, on la subit, on nous l'impose, alors même que, notamment pour les zones rurales, c'est une capacité à retrouver des projets, à retrouver de la valeur et donc à s'enthousiasmer. Parce que n'oublions pas que ce que nous vivons, c'est quelque chose d'enthousiasmant, c'est quelque chose de profondément nouveau. On doit tous les jours inventer des nouvelles façons de faire. Et donc mon message, c'est de dire, on a le cadre pour accélérer. Et si on s'appuie sur ces nouvelles façons de faire qui ont été faites partout dans les territoires, par les associations, les agriculteurs, les chambres d'agriculture, les chambres d'artisans et des métiers et les services de l'État qui voient tous ces projets-là, et ben dans les années à venir, on va pouvoir transformer l'imaginaire et accélérer massivement. Et c'est ça que les COP démontrent. Ces projets, ils sont là, listons-les, passons-les à l'échelle, et l'État doit et fera, les accompagnera pour les années à venir. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Augustin Ogier. En conclusion, je demande à Madame la préfète de région, Fabienne Bussiot, de nous rejoindre sur scène. Madame la préfète. Merci, Julien. Bien, chers partenaires et membres de la COP, ça a été une matinée que je trouvais riche en échanges et je veux vraiment vous adresser un message de remerciement à tous. Merci pour ceux qui se sont déplacés, Monsieur le secrétaire général à la planification écologique, ceux qui sont venus de tout le territoire pour participer à ces travaux, à ces échanges. Merci vraiment. Donc message de remerciement et puis aussi après ce que j'ai entendu tout au long de la matinée, message que nous portons tous de détermination à continuer, à avancer parce qu'on sait qu'il faut qu'on aille encore plus loin. Donc merci pour votre participation active, merci pour votre mobilisation. Vous êtes aujourd'hui, alors certains là ont commencé à partir, c'est normal, mais vous étiez 500, plus de 500, on a dépassé les 500 personnes présentes. C'est vraiment un beau succès. Et depuis près de 3 ans, ce sont des milliers de parties prenantes qui font vraiment vivre la dynamique de la planification écologique en Auvergne-Rhône-Alpes et je crois qu'on peut collectivement en être fiers. La COP aujourd'hui nous a permis de mesurer le chemin parcouru. 1 an après le lancement de la feuille de route régionale, les projets avancent, les indicateurs se précisent et la dynamique est désormais solide. Les priorités pour 2026 sont claires. Renforcer le pilotage et la mise en œuvre de la feuille de route, informer, associer les nouveaux élus, puisqu'on a une échéance électorale devant nous, donc il faut associer les nouveaux élus, poursuivre les travaux transversaux sur les indicateurs, les compétences, les financements et les enjeux agricoles et alimentaires, on en a déjà parlé ce matin. Et enfin, nous engagerons une COP régionale dédiée aux acteurs culturels, car la transition écologique passe aussi par la proposition de nouveaux récits, on l'a dit aussi ce matin, pour embarquer tous les citoyens et la culture doit avoir son rôle à jouer. Il faut vraiment laisser... Ce matin, moi j'ai beaucoup apprécié que le gouverneur militaire soit là, parce qu'on n'a pas d'instinct, on ne pense pas tout de suite aux armées quand on parle transition écologique, mais oui, tout ça fait... Tous ensemble, on forme un tout. Donc vraiment, mesdames et messieurs... Cette COP l'a montré, l'intelligence collective est vraiment notre meilleure réponse au changement climatique. Et la transition écologique, il faut la vivre parce que c'est ça la réalité.
C'est une opportunité pour que vraiment nous construisions des territoires et des modèles économiques qui soient à la fois plus résilients et plus justes. Et je compte sur vous, comme vous pouvez compter sur moi, sur tous les services de l'État, sur le secrétaire général de la COP, à qui on doit dire un grand merci, vraiment, Julien. Vous pouvez l'applaudir. Oh non, mais merci à vous. Voilà. Et peut-être, Julien, si vous voulez garder encore un peu d'applaudissements, je voudrais que vous appeliez votre équipe qui travaille avec vous et qui a fait un formidable travail. Merci beaucoup, Madame la Préfète. Effectivement, toute l'équipe de la COP au sein des services de l'État, très largement représentée ici par les directions régionales, les DDT, les opérateurs. On peut faire une photo tous ensemble, effectivement, pour terminer cette COP. Vous remercier et je crois, Madame la Préfète, vous donner rendez-vous l'année prochaine pour un bilan d'étape. Absolument. Donc, rendez-vous dans un an et excellente fête à tous. Bien sûr, tous les intervenants de ce matin, vous pouvez venir sur la photo avec nous aussi parce qu'on vous a beaucoup mobilisé. Donc, merci à tous les participants de ce matin. Je vous en prie, rejoignez-nous pour la photo.